Vraiment, aujourd'hui, il y a une crise mondiale de l'eau à plusieurs titres. Premièrement, parce que le cycle de l'eau se transforme, il s'accélère. Donc, on a de plus en plus d'inondations, de plus en plus de sécheresse. En fait, on a ces deux extrêmes qui ne font que s'accentuer. Bonjour, je m'appelle Emma Aziza et je suis hydrologue. Il a commencé par les sciences de la Terre, donc plutôt par la géologie. Quand j'ai terminé mon doctorat à l'École des mines de Paris, j'avais envie d'agir. J'ai commencé par travailler pour différents groupes pour essayer de comprendre un peu ce milieu économique. Puis ensuite, j'ai créé ma propre structure, donc un centre de recherche-action qui s'appelle Mayan. Ça fait plus de 15 ans que je fais des conférences un peu partout dans le monde. J'essaie de raconter ces enjeux du cycle de l'eau planétaire. Et puis, j'essaye aussi de traduire dans des conseils d'administration, que ce soit à Haute-Paris, chez UNICEF ou d'autres, à la LPO par exemple, comment cette question de l'eau est absolument inhérente à toutes ces activités-là. Il y a un événement, j'étais en deuxième année de thèse, j'étudiais les crues éclairs méditerranéennes après avoir étudié les sécheresses, donc j'étais vraiment sur les extrêmes climatiques. Je me suis retrouvée en cellule de crise préfectorale et j'ai piloté une crise complète qui a eu une inondation particulièrement marquée dans le Gard et l'Hérault, dans le sud de la France. Et je me suis rendu compte à quel point chacun travaillait dans son coin. Et donc, j'ai décidé de changer un peu de voie et de me dire finalement tout ce que j'ai acquis avec un regard de chercheur. Maintenant, il faut sortir de mon labo, il faut l'amener sur les territoires, il faut l'amener à ceux qui en ont besoin, qui n'ont pas de moyens, c'est-à-dire les populations, les petits chefs d'entreprise qui se retrouvent à chaque fois inondés. Vraiment, aujourd'hui, il y a une crise mondiale de l'eau à plusieurs titres. Premièrement, parce que le cycle de l'eau se transforme, il s'accélère. Donc, on a de plus en plus d'inondations, de plus en plus de sécheresse. En fait, on a ces deux extrêmes qui ne font que s'accentuer. On a aussi un très grand enjeu qu'on n'a pas beaucoup regardé jusque-là. C'est le fait que parler de la ressource en eau, c'est parler des ressources énergétiques, parce que la plupart des formes énergétiques ont besoin d'eau. Que ce soit pour des centrales hydroélectriques, que ce soit pour le nucléaire, plus de 50% de toute l'eau qui passe, par exemple en France, dans nos fleuves, eh bien, vient directement alimenter et refroidir des turbines de centrales nucléaires. Si on n'a plus cette eau-là, en fait, il n'y a plus de nucléaire. Deuxième grand enjeu, c'est la question alimentaire, puisque on dit vraiment que demain, il y aura sans doute des affamés avant des assoiffés, parce qu'en réalité, on manquera peut-être pas d'eau pour boire, mais par contre, pour nourrir la population humaine, c'est cette eau issue des systèmes d'irrigation mondiaux qui est en train aujourd'hui de s'atténuer. Je donne un exemple. En 2022, l'Inde a décidé, parce qu'elle avait une sécheresse extrême et elle avait dépassé les 52 degrés, d'arrêter l'exportation de son blé et une partie de son riz. Eh bien, c'est venu conditionner directement le bol alimentaire d'une partie du monde. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle de l'hydrologie spatiale. C'est en fait l'hydrologie qui a fait un saut quantique et qui nous permet de comprendre les cycles de l'eau depuis l'espace. Donc on est capable d'évaluer exactement en temps réel les quantités d'eau qu'on a au niveau continental. Et étonnamment, on en a peut-être un peu plus qu'avant. Alors quand on regarde dans les détails, on se rend compte qu'il y a des endroits où l'eau disparaît complètement. On a des sécheresses chroniques. Et puis on a des endroits où l'eau apparaît, surtout dans des réservoirs. Et puis quand on zoome, on se rend compte qu'on a surtout beaucoup de barrages. Avoir un barrage, c'est contrôler le débit, c'est contrôler les usages de l'eau, c'est réussir à détourner des cours d'eau naturels pour la stocker dans un endroit donné, pour des activités économiques données. Donc ça, c'est en train de fleurir partout. Et alors, d'où vient cette eau? Eh bien, une partie de cette eau vient notamment du pillage des nappes souterraines mondiales. Jusque-là, on n'était pas capable de le voir, sauf qu'on a maintenant des satellites. Et en fait, on a découvert avec effroi qu'il y avait des zones entières dans lesquelles on a tellement pillé l'eau que les aquifères profonds sont en train de se tarir. On est en train de se rendre compte qu'il y a vraiment une fin de l'eau dans certains endroits sur Terre. Et ça va contraindre des migrations qui, avant d'être climatiques, seront des migrations qui sont liées directement au fait qu'il y a un manque d'eau.
Le moment où on est vraiment rentré dans un constat de cette pénurie d'eau et à quel point ça pouvait nous concerner directement, pour moi, c'est vraiment l'année 2022, en tous les cas pour la France, parce qu'on a eu plus de 1300 communes qui se sont retrouvées avec des ruptures d'alimentation en eau potable. C'était vraiment un scénario qui était inimaginable. C'était vraiment un scénario de science-fiction pour la France. On est un pays tempéré, on n'a jamais manqué d'eau, on a dû fermer des centrales nucléaires, on a eu 2 années plutôt d'accalmie, on a eu de plus en plus de vagues de chaleur, mais on a eu plutôt beaucoup d'eau. C'est conditionné notamment à des questions qui se passent à l'autre bout de la planète, El Niño, la Niña, etc., qui se passent sur le Pacifique. Tout ça est conditionné tellement par un ensemble de paramètres à l'échelle planétaire que c'est difficile à quantifier. La seule chose dont on est sûr, c'est que si on regarde la France, on prend la température et en fait ça monte comme ça, de manière inexorable depuis plus de 30 à 40 ans. Et ça conditionne directement l'accélération et la vitesse du cycle de l'eau. Déjà, elles ne sont pas climatiques, elles sont d'ordre politique. Les premiers, c'est vraiment l'Union soviétique et à la fois le Colorado, donc les États-Unis, qui vont préempter des grands fleuves et qui vont les détourner pour alimenter, que ce soit l'ex-URSS va récupérer l'Amour Daria, le Sir Daria, qui sont 2 cours d'eau qui arrivaient dans la mer d'Aral, une mer intérieure, pour faire de grands canaux et pour venir créer des zones qui étaient complètement désertiques et les transformer en zones luxuriantes de coton, qui va d'ailleurs fournir aujourd'hui le coton mondial. Donc quelque part, cet exemple-là illustre ce qui se passe à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'on prend des cours d'eau, on les détourne, on crée des barrages artificiels. C'est rajouter une autre couche, c'est celle du réchauffement atmosphérique, qui fait qu'on a un flux d'évaporation beaucoup plus important et un flux de précipitation plus important. Et on se rend compte que plus de 50% des personnes qui ont qui ont été sinistrées ces 5 dernières années, eh bien, c'est plutôt en dehors de zones inondables. Ça s'évapore beaucoup plus vite. On a ce qu'on appelle des sécheresses éclairs et ça précipite beaucoup plus violemment aussi. Dans 5 ans, avoir 1 milliard de Chinois qui se nourrissent de riziculture avec 20 cm d'eau en continu, quand le robinet va se couper, eh bien, comment on alimente ce milliard de Chinois? Il va commencer à falloir se poser ces questions-là. Et pour moi, c'est vraiment le plus grand enjeu qu'on a demain, qu'on ne regarde absolument pas assez. Ces personnes-là, si elles peuvent plus s'alimenter, elles migreront. Parmi les pays les plus menacés par cette crise, on a l'Inde, clairement, parce qu'on voit des températures tellement extrêmes qu'il y a un danger humain immédiat. D'ailleurs, on a vu un jour de vote où des gens sortaient dans la rue et tombaient comme des cartes, en fait. Et c'est absolument dramatique, c'est qu'on atteint un tel niveau que l'humain ne peut plus survivre dans certaines zones du monde. Après, quand on regarde à l'échelle planétaire, l'Australie est directement concernée. L'Amérique du Sud, on voit à quel point elle a de plus en plus d'extrêmes de température et ça conditionne directement le cacao, le café. Tunisie, Maroc, Algérie sont aussi extrêmement exposés. On voit les feux en Grèce, on voit à quel point on a de plus en plus de relations directes entre les températures extrêmes et le fait que l'eau sort massivement du sol par évapotranspiration. L'Amérique du Nord est touchée, il suffit de regarder la Californie, mais pas que. Et l'Europe, au milieu de tout ça, se réchauffe 20% plus rapidement que la moyenne planétaire. Donc il faut arrêter de penser qu'on est un peu des privilégiés et qu'on n'aura pas ce problème, parce qu'en fait on est au cœur de l'œil du cyclone et qu'on est directement concerné par de plus en plus de sécheresses, de plus en plus d'inondations et qu'il faut se préparer. L'eau a clairement été utilisée comme un levier diplomatique et stratégique en géopolitique mondiale. Je pense par exemple à l'Éthiopie et à l'Égypte, qui est directement dépendante du Nil, et l'Éthiopie qui décide du jour au lendemain de créer un barrage à l'amont et de contrôler et de juguler quelque part le débit, eh bien, ça va directement avoir un impact sur le pays qui se situe dessous. Si on regarde la Russie, par exemple, et la Chine qui se rapprochent mutuellement, la Chine a besoin du gaz russe qui jusque-là alimentait l'Europe parce que c'est un moyen énergétique et comme ils n'ont plus d'eau dans leur grand barrage, eh bien, finalement, c'est un moyen pour eux de pérenniser leur économie. Donc, on voit à quel point tout ça est interrelié et quand on commence à regarder l'eau, en fait, on comprend beaucoup de choses en géopolitique.
Une des raisons principales pour lesquelles on pense qu'il n'y a pas vraiment de problème d'eau, c'est le fait qu'on puisse ouvrir son robinet et qu'on a de l'eau en quelques secondes. On n'a pas de problème pour prendre une douche, pour tous nos usages domestiques. Donc on n'a pas de conscience, nous, directe, d'un problème d'alimentation en eau. Contrairement à d'autres pays qui sont sur des risques chroniques, qui ont l'habitude, notamment les milieux insulaires. Par exemple, à Mayotte, jusque-là, il y avait beaucoup de vols et de pillages dans des maisons. On prenait les ordinateurs, les télés, et maintenant, en fait, on vient et on vole des bouteilles d'eau dans le frigo. C'est vraiment un témoignage qui m'a vraiment marqué. On menace les gens dans leur voiture parce qu'ils ont une bouteille d'eau. Ben, parfois, ils attendent, ils laissent le robinet allumé toute la nuit, et puis à 3 heures du matin, ils arrivent en courant parce que l'eau s'est réallumée pendant l'espace d'une heure, et grâce à cette eau, ils vont faire leur vaisselle et ils vont pouvoir agir. Donc, on peut pas dire qu'il y a vraiment pas de prise de conscience. On a vraiment une prise de conscience des habitants, notamment depuis 2022, d'un vrai enjeu eau. Le problème, c'est qu'après, on a des récupérations politiques de part et d'autre. Et donc, on a un peu tendance à écouter celui qui passe à droite ou à gauche et qui va avoir sa vision très spécifique. Et puis, parfois, derrière, on va avoir des gens qui vous disent: «Oh, mais non, mais en fin de compte, arrêtez d'angoisser, derrière, ouais, arrêtez d'écouter ceux qui vous font peur, tout va bien. Tout est géré, il y a les technologies». Moi, je vois de plus en plus ce type de discours, de technico-solutionnisme. Plus on sera lucide, plus on prendra en main ces crises et mieux on les gérera, plus on se mettra des œillères, finalement, plus on avancera dans le mauvais sens. Les risques sanitaires liés à la raréfaction de l'eau, ils sont divers. Si on part en Inde, un des grands enjeux, c'est l'arsenic, puisque plus on va prélever dans les profondeurs d'un puits, plus on va trouver des taux d'arsenic importants. Et donc on a une grande partie de la mortalité infantile indienne qui est liée à ces taux-là. On le voit à travers toutes les présentations qui sont faites à l'échelle mondiale. Les taux que l'on retrouve dans l'eau sont un marqueur de la manière dont on gère nos territoires avec la chimie. Donc il y a un enjeu qui est crucial, et puis on a un autre enjeu qui remet en question aussi notre confiance par rapport à l'eau. Ce sont les PFAS, les polluants éternels, les quantités de plastique aussi qu'on retrouve aujourd'hui dans certains aquifères qu'on pensait encore complètement protégés, qui sont utilisés par de grands minéraliers. En fait, il n'y a plus vraiment d'eau qui soit totalement protégée. Donc je crois qu'il faut regarder tout ça de manière lucide et puis il faut agir. Déjà, quand vous êtes riche, vous pouvez toujours avoir de l'eau. Par exemple, pour aller chercher du lithium qui rapporte énormément, on va prélever de l'eau sur les côtes du Chili, on va traverser 2000 km dans les terres et monter à plus de 1000 mètres d'altitude. Et finalement, ça ne pose pas de problème parce que cette eau-là qui arrive dans le désert d'Atacama, elle permet ensuite d'extraire un minerai qui va coûter tellement cher que le jeu en vaut la chandelle. Donc en fait, on sait amener de l'eau à peu près partout sur Terre et de l'eau désalinisée. Par contre, ça a un coût. Ça a un coût en termes énergétiques. Et donc, pour payer cette énergie, pour pouvoir apporter l'eau, eh bien, derrière, il faut des financements ou il faut du pétrole. Donc, ceux qui sont riches, derrière, peuvent encore amener de l'eau là où ils le veulent et désaliniser massivement. On a des exemples d'adaptation, notamment de zones plutôt désertiques dans lesquelles on a reforesté et on a relancé le cycle de l'eau localement, notamment en mettant des matières organiques dans des bonnes strates et dans des bonnes conditions qui permettent au sol d'être plus résilient et de pouvoir conserver plus l'eau. Et on voit que ça marche. Je pense à des régions humides vers les Cornouailles, toute la zone écossaise de Grande-Bretagne qui a été de plus en plus touchée par le fait de retirer toutes les zones humides et qui a tendance en fait à les réimplanter et qui voit directement la météo locale changer. Plus on crée des systèmes, que ce soit d'agriculture régénérative des sols ou que ce soit d'agroforesterie, plus on se rend compte qu'on a des effets immédiats sur la préservation du cycle de l'eau locale et sur le potentiel alimentaire, le potentiel notamment économique et le potentiel d'habitabilité humaine.
En réalité, il y a énormément de solutions à mettre en œuvre sur chaque territoire. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est quelles sont les vraies problématiques qui se posent sur chaque territoire. Aujourd'hui, on a des images satellites, on a des datas qui nous permettent de comprendre les tendances, les évolutions et le futur. On peut s'appuyer là-dessus pour devenir des leviers politiques puissants pour pouvoir agir dans le bon sens. On nous donne un médicament, on ne va pas tous réagir de la même manière et certains, ça va les sauver, d'autres, ça va les tuer. Eh bien, c'est pareil, en fait, pour nos territoires. On a besoin d'appliquer la bonne posologie. Et pour ça, il faut regarder, observer et comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle individuelle? Bien sûr, on peut faire des économies d'eau en mettant notamment un pommeau de douche qui va être adapté, qui va réduire la consommation. On peut limiter jusqu'à 80% la consommation d'eau aujourd'hui. Pareil pour les mousseurs dans nos robinets. On peut consommer moins d'eau domestique, notamment dans nos toilettes qui en consomment beaucoup. Mais je crois que le plus grand enjeu qu'on a, et la plus grande solution, parce qu'on va jouer non seulement sur l'eau qu'on a locale, mais sur l'eau qui vient d'ailleurs, c'est vraiment la réduction de la viande et du fait de manger carné dans notre bol alimentaire. Ça vient réduire directement l'empreinte eau. On mange à peu près 3000 litres d'eau par jour, cachée dans notre alimentation. Plus on va aller vers une alimentation qui n'est le moins transformée possible et avec le moins de consommation de viande, et bien plus on va aller dans le bon sens. Puis ensuite, arrêter les eaux embouteillées minérales parce que c'est une catastrophe à toutes les échelles sur le plan local, mais sur le plan de notre corps aussi, parce qu'on ingère des quantités de plastique très importantes qui traversent la barrière intestinale, la barrière cérébrale. Puis prendre conscience que consommer de l'eau, c'est aussi acheter des fringues, c'est aussi derrière acheter un téléphone. En fait, tout consomme de l'eau, donc moins on consommera et plus on ira vers un système plus vertueux. Mon espoir, c'est vraiment de comprendre qu'il faut sortir de Stanley Kubrick, de toutes ces époques de conquête spatiale, de Star Wars, et croire que de toutes les façons, c'est pas grave si on abîme cette planète, c'est comme notre bic à l'école, on le prend et on le jette. Je crois que vraiment, on trouve des exoplanètes tous les jours. On en a certaines qui ont de l'eau. Quand on zoome dessus, on se rend compte qu'on a des vents à 700 km/h, qu'on n'a pas d'atmosphère, qu'on a un océan, mais parfois il faut traverser 30 km de glace en profondeur. Donc je crois qu'il va falloir arrêter d'imaginer que c'est pas grave, on ira vivre sur Mars. Je crois qu'il faut vraiment commencer conjointement à tous prendre conscience qu'on a une seule planète, qu'on est tous reliés. Et quand on croit que la déforestation au Congo ne nous intéresse pas du tout, en fait on se rend compte que ça conduit à la déforestation amazonienne et à avoir des sécheresses en Europe. Il va falloir maintenant tous se réveiller et se prendre en main pour pouvoir aller dans le bon sens.